Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Donc pour un, une dernière partie donc, de cette série que je vous ai proposée et que j'ai baptisée série littéraire. Donc, nous avons déjà exploré, donc merci au Vidéoclub Soulet. Nous avons donc exploré l'autobiographie. Vous voyez que j'améliore de jour en jour la présentation. Donc, dans cette série littéraire, je disais, nous avons exploré d'abord l'autobiographie à travers donc le livre que j'ai écrit pour raconter un petit peu ma vie. Donc, ça a été le thème des deux premières vidéos. Puis, ensuite, j'agrandis l'image. Ensuite, donc, je suis passé à la biographie. Et je vous ai annoncé que je prendrai deux exemples de biographie. Je n'en ai pas fait davantage. Premier exemple, c'est un cas bien particulier. J'ai essayé de faire donc la biographie d'un pilote de chasse, mon neveu en l'occurrence, donc décédé il y a 3-4 ans. Donc, dans une vidéo, j'ai expliqué comment j'avais donc réalisé cette biographie, quelle avait été ma méthode, quelles avaient été mes sources. Aujourd'hui, donc, je voudrais donner un second exemple, toujours dans le cadre de la biographie, c'est de passer au peigne fin, donc, cette biographie de Maurice Trélu, qui n'est pas encore en vente, mais que je viens de terminer. Donc, c'est bien entendu un personnage totalement différent de la première biographie. Maurice Trélu a vécu à une autre époque, pendant l'entre-deux-guerres. Il a terminé sa vie en 1945. D'autre part, il a eu des responsabilités qui n'avaient rien à voir avec celles d'un pilote de chasse ou un commandant des forces aériennes, puisqu'il était maire de Tarbes. Mais j'aimerais vous montrer, à travers le plaisir que j'ai pris à cette seconde biographie, comme à la première, donc à travers ce plaisir, j'aimerais arriver à montrer que l'historien peut rédiger un récit de vie, même s'il ne possède pas tous les éléments sur cette vie, et d'autre part, que ce n'est pas simplement un récit, très narratif, mais que l'on aboutit à des constatations, à des interrogations qui, quand même, offrent de l'intérêt. Alors donc, Maurice Trélu, maire de Tarbes de 1935 à 1944, et j'ai trouvé comme sous-titre, j'espère justifier cela, un homme de paix dans la tourmente de deux guerres mondiales. Alors, comme je l'avais fait pour la première biographie, donc consacrée au général Soulet, ma première partie va être, comment dirais-je, consacrée à montrer, rappeler quels ont été les documents de base pour écrire cette biographie. Alors, premier élément, puisque l'homme a exercé des fonctions publiques, ce sont les archives. Bon. Archives municipales, puisque Maurice Trélu a été maire de Tarbes, donc pendant officiellement 9 ans. Donc, je suis allé consulter ces archives, ce qu'il y avait en tout cas. Vous savez que les archives municipales se situent à l'ancien arsenal de Tarbes. Vous avez certainement vu ce grand bâtiment qui a été modernisé, qui vraiment est très remarquable.
Et là, j'ai consulté d'abord l'inventaire, j'ai rencontré la nouvelle directrice, conservatrice, et j'ai pu en réalité, la plupart des choses que j'ai consultées des archives municipales, j'ai pu le faire chez moi, car il y a énormément d'archives numérisées, notamment les délibérations municipales. Euh, alors, les délibérations qui n'étaient pas numérisées, je les ai consultées sur table, sur place. Donc, je donne un exemple. Parfois, c'est sur un simple cahier d'écolier. Nous sommes en pleine guerre. Hein, donc, séance du 11 juin, les présents, M. Trélu, maire, les conseillers qui sont là, et ensuite, ça commence l'ordre du jour. Un peu plus tard, le 23 juin 1944, hein, c'est une date importante parce que Maurice Trélu va être arrêté par les Allemands quelques jours plus tard, hein, et il sera envoyé en déportation. Donc c'est une séance, c'est la dernière séance presque à laquelle il assiste. Donc vous voyez, c'est dactylographié cette fois-ci. La séance est ouverte 17h15 sous la présidence de M. Maurice Trélu. M. Boiry est désigné comme secrétaire de séance. M. Boiry, c'est Paul Boiry, qui sera maire à son tour dans les années 60. Ensuite, comme Maurice Trélu a été conseiller général aussi, non seulement maire, mais conseiller général, de 1919 à 1931. Ensuite, par la Seconde Guerre mondiale, le Conseil général ayant été supprimé par le régime de Vichy, il est nommé membre de la commission administrative du département qui remplace le Conseil général, et il est même président nommé de ce conseil départemental durant les 2 dernières années de guerre. Alors pour cela, pour donc consulter ce qui est susceptible de me renseigner sur ses fonctions, il y a aux archives départementales donc des documents qui sont classés dans plusieurs séries, puisque tous les documents, que ce soit aux archives municipales, aux archives départementales, sont classés par des séries alphabétiques, par ordre de l'alphabet. Donc, pour tout ce qui concerne la période jusqu'en 1939, c'est dans la série M. Ensuite, ce qui concerne le Conseil général, dans la série N, P, O. Et enfin, la période la plus récente, dans la série W. Ensuite, j'ai bien sûr consulté la presse. La presse est abondante dans cette période. Il y a plusieurs journaux qui renseignent sur les événements dans les Hautes-Pyrénées, en particulier à gauche. Donc, il y a La Dépêche, bien sûr, qui est là depuis la fin du 19e siècle. Donc, qui est très radical, et à une époque où le parti radical est vraiment de gauche. Il y a aussi un autre journal qui est l'ancêtre de la Nouvelle République, qui s'appelle Le Républicain des Hautes-Pyrénées, qui paraît depuis 1917 et qui, lui aussi, est de gauche et de sensibilité radicale. Bon, pour la gauche et à droite, puisque Maurice Trélu est classé à droite, eh bien, il y a un journal principal, le Semeur des Hautes-Pyrénées. C'est l'ancêtre d'Éclair-Pyrénées, qui paraît encore dans les Basses-Pyrénées. Le Semeur des Hautes-Pyrénées était dirigé par un prêtre, l'abbé Joannoulou, à un moment donné, et son siège se trouvait à la place des Ballets, qu'on appelle là, c'est-à-dire place Montaut, au coin de la rue Maréchal Foch et de la place Montaut. Alors le Semeur était un journal très nettement à droite. Mais il y avait d'autres journaux intéressants, bien sûr, notamment l'ancêtre de Sud-Ouest, La Petite Gironde, donc, qui était le journal de Bordeaux, mais qui rayonnait sur tout le Sud-Ouest.
Et à la Petite Gironde, il y avait un correspondant dans les Hautes-Pyrénées qui s'appelait Pierre Dumas. Pierre Dumas mériterait une biographie à son tour. C'est un homme qui donc va être élu aux côtés de Maurice Trélu, mais il est nettement plus de gauche, il est de sensibilité chrétienne-démocrate, et il sera l'un des créateurs du mouvement de résistance Combat. Donc, il était ami avec Maurice Trélu et il sera l'un de ses défenseurs jusqu'au bout. Donc, ceci, c'est pour la presse. Ensuite, les archives privées, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir accès à de bons documents. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que quand on n'a pas d'archives privées, peut-on néanmoins faire une biographie? C'est quand même difficile parce que les archives publiques, comme par exemple les délibérations du Conseil général ou celles du Conseil municipal, sont quand même assez maigres sur les réactions, les personnelles, si vous voulez, de votre héros. Donc, heureusement, il y a les archives privées. Alors, pour les archives privées, je pense qu'il n'est pas mauvais que je vous rappelle un peu une partie de la généalogie de Maurice Trélu. Maurice Trélu, donc né en 1881, mort en février 1945, va épouser Emma Prunet, qui appartient à une famille bien connue de marchands de métaux, place Marcadieu à Tarbes. Et ils auront 4 enfants, l'aîné, Jean, dont je reparlerai, Henri le second, qui va mourir pendant la captivité de Maurice Trélu en 1941, Denise, qui deviendra religieuse à Lourdes, religieuse dominicaine, et le dernier fils, né en 23, donc le plus jeune, celui qui va accompagner dans son veuvage son père, Maurice Trélu, c'est Jacques Trélu, qui deviendra dominicain, mais qui ensuite quittera l'état religieux et se mariera et aura une fille, Emmanuelle. Et c'est donc par Jacques et par Emmanuel que j'ai pu me procurer de la documentation. Alors, j'ai rencontré Jacques un peu par hasard, donc il est mort en 2008. J'ai dû le rencontrer vers 2005, 2004, 2005. Je raconte dans le livre cette entrevue. Mon ami l'abbé Davzy me dit un jour, il vivait à moitié à Paris, l'abbé Davzy, à moitié à Tarbes, où était sa vieille maman, et il me dit, tiens, j'ai un ami qui aimerait beaucoup te rencontrer, c'est Jacques Trélu, le dernier fils de Maurice Trélu. Ah bon, je dis, mais pourquoi il veut me rencontrer? Ah, parce qu'il considère que tu es un des historiens de Tarbes et que donc il aimerait te parler de son père. Bon, à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à Maurice Trélu et je n'avais nullement l'intention de faire une biographie sur lui. Bon, bien entendu, j'ai accepté de les recevoir tous les deux. Ils avaient à peu près le même âge, dans les 80 ans, et ils sont restés 3 heures chez moi. Jacques Trélu était un homme, un vrai intellectuel, très cultivé, ayant une bonne mémoire, qui avait envie davantage de parler un petit peu de sa, de sa vie que de celle de son père. Donc, de temps à autre, j'essayais de le ramener sur Maurice Trélu. Et à la fin de l'entretien, je lui disais au revoir et il a sorti un mémoire de sa serviette et il m'a dit, voilà,
je vous donne ce cahier. Alors, je l'ai ouvert et en première page, il y avait ceci. Ce cahier appartient à Emmanuel Trélu, né le 10 décembre 1970 à Boulogne-Billancourt, livre de bord numéro 1 de ton père, commencé le vendredi 3 septembre 1976, terminé le mardi 31 décembre 1985. Et donc, c'était un mémoire de manuscrit de plus de 200 pages. Ah, je dis, monsieur Trélu, je ne peux pas recevoir cela. D'abord, vous l'avez fait pour votre fille, et puis ensuite, on se connaît peu. Enfin, non, je ne peux pas. Alors, comme il insistait que je ne voulais pas le vexer, je lui ai dit, bah, écoutez, je le prends, je vous remercie de votre confiance, et je vous le renverrai très vite. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai parcouru. J'ai photocopié tout ce qui concernait Maurice Trélu, le père, et puisque le reste était consacré surtout à la vie personnelle de Jacques Trélu. Et je lui ai renvoyé, bien sûr, le mémoire. Mais c'est un travail qui m'a beaucoup servi. Euh, voilà un petit peu une page pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a dans ce cahier. Donc ça commence comme ça. Emmanuel, ma fille bien-aimée, avec une citation de Saint-Exupéry, vivre, c'est naître lentement. Et donc vous pouvez lire avec moi les premières lignes. Depuis les années de mon adolescence, en 1937-38, j'ai toujours eu le goût de tenir des carnets et des cahiers. J'ai même tenu mon journal de bord dès 1941, série de cahiers dans lesquels réflexions, croquis, notations et notes de lecture cohabitent inextricablement. Depuis que tu es venu au monde, donc qui s'adresse à sa fille, je suis habité par le désir paternel de communiquer avec toi, par le besoin de te parler pour te dire des choses disparates, certes, mais auxquelles je tiens. Certaines sont plus graves que d'autres et constituent les paliers de ma vie. Cette trame, avec ses visages, je lis pas, et ces événements te concernent d'une certaine façon par droit de filiation. Après avoir longuement ruminé mon projet, j'ai décidé aujourd'hui, vendredi 3 septembre, d'écrire ce cahier à notre intention. Et il commence par tes racines personnelles. Mon premier souci est de te préciser quelles sont tes racines personnelles, car un jour dans ta vie, tu te poseras nécessairement ces questions concernant les origines de ton identité familiale. Je suis né à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, le mardi 17 avril 1923, quatrième et dernier enfant de Maurice Trélu et Emma Pruny. Et dans ce cahier, il y a toutes sortes de renseignements. Il dit que c'est disparate, il a bien raison. Sont mêlés, et c'est un peu agaçant, des événements nationaux et internationaux du genre mort de Churchill, arrivée au pouvoir d'Hitler, etc. Et nationaux aussi, tel ouragan de grêle à Tarbes tel jour, et puis des notations personnelles, alors, sur sa famille, sur l'état d'esprit de son père, sur son propre état d'esprit. Donc, vous voyez, c'est disparate, mais c'est très précieux. Vraiment, sans ce cahier, sans les archives que ce même Jacques Trélu a conservées, et sa fille après lui, eh bien, j'aurais pas pu aller très loin. Donc là, c'est un bordereau des archives que Jacques Trélu a conservées, et après lui, après sa mort, sa fille Emmanuelle. Donc, je vous les montre. Là aussi, c'est très disparate. C'est daté 1912, causerie faite à Tarbes par Maurice, les sports. Je n'ai pas retrouvé cela dans les chemises que la famille m'a envoyées. 1935, discours monument Foch-Tarbes, je l'ai. 4 livrets, la classe 1901, vous savez, des livrets militaires, livrets de sol, livrets matricule, tout ça, je l'ai. Cahier brouillon 1918, je ne l'ai pas eu.
campagne 14, 15, 16, notes de Maurice recopiées par sa mère. Je n'ai eu que 14, et c'est bien dommage. Oncle Jules Dupont, discours lors des obsèques à Nice, après une lettre d'Achille Foul, une lettre d'Alexandre Komarov, une lettre du maire de Tarbes en 40, du maire de Pau, d'André Brunet, le JO, la nomination donc comme commandant de réserve, la nomination de chevalier de la Légion d'honneur, etc. Bon. Et de l'autre côté, c'est la suite. Lettre de Jouanne à l'OFLAC. Jouanne, c'était un conseiller municipal de Tarbes qui, de temps en temps, envoyait des nouvelles à Maurice Trélu quand il était prisonnier, quand il était en captivité en Allemagne, dans un OFLAC. Ensuite, bon, des lettres, prisonniers rapatriés, 2 attestations de médecins, etc., etc., lettres du préfet. Bon. Donc, tous ces documents, pas tous d'ailleurs, mais une grande partie qui ont été conservés donc, par Emmanuel Trélu, m'ont été envoyés par la famille et j'ai pu en disposer, et c'est une des bases de cette biographie. Alors, parmi toutes ces archives, il y en a quand même de plus précieuses les unes que les autres. Notamment, il y a 2 cahiers où Maurice Trélu a noté ses impressions depuis son départ à la guerre de 14, le 6 août. Il y en a 2 cahiers entiers. Je commence mon journal le 12 août à Crézy, petite localité infime et malodorante, située à 7 ou 8 km au sud de Toul. Jusqu'ici, je n'ai pas consigné par écrit mes observations ou impressions. Nous avons longuement voyagé, près de 3 jours de train, par une chaleur, il est parti de Tarbes, par une chaleur désagréable et poussant à la boisson. Je parle des hommes, bien entendu, à travers l'enthousiasme de la France que nous avons vu pousser à l'excès en 2 ou 3 localités. Nous nous laissons faire et nous répondons, mais je ne me sens pas encore transporté, je ne vibre pas. L'ovation, commence à Aire-sur-Adour, où de gracieuses jeunes filles apportent au 14e régiment, qui a laissé de doux souvenirs d'étapes dans la commune, un superbe bouquet. Cela continue partout, partout les gares sont fleuries, pavoisées. À Bordeaux, grande foule et toute la lyre des organisations à la mode, les Boy Scouts, la Croix-Rouge, etc. Un souvenir spécial au commissaire de la gare qui me paraît débrouillard et terminé. Et ces notes, ce journal de route, est vraiment d'un très, très grand intérêt. Ensuite, il y a, je vous l'ai dit, de la correspondance, pas énormément, mais certaines émouvantes, comme ça, c'est la dernière lettre à gauche de Maurice Trélu. Il vient d'être arrêté, nous sommes le 29 juin 1944, il vient d'être arrêté par la police allemande. Il est à la caserne Soult, à Tarbes, et donc il écrit à son fils pour que le fils, pour d'abord lui dire où il est, pourquoi il ne rentrera pas, et ensuite lui demander de lui porter un certain nombre d'objets de première nécessité. Autre lettre très importante, c'est une lettre adressée au mois d'août 1945 par le fils aîné, Jean Trélu, qui a appris la mort de son père à Buchenwald et qui surtout a appris, selon plusieurs témoignages, que son père avait été, disons, mis à l'écart et délaissé par un certain nombre de politiques, de déportés politiques de Buchenwald, notamment un Tarbé, le docteur L. Et là, dans cette lettre au procureur, Jean Trélu dénonce ce comportement qui, selon lui, a considérablement hâté la mort de son père à Buchenwald. Ensuite, j'ai pu, mais pas énormément, mais j'ai essayé de trouver des personnes, des familles qui avaient entretenu des relations amicales avec Maurice Trélu. Alors, grâce à la famille Baudon de Tarbes,
j'ai pu avoir accès donc à des archives de d'Émile Duprat, qui était dentiste à Tarbes, et un grand ami de Maurice Trélu durant toute sa vie, qui habitait dans le quartier Lormeau, dans cette belle maison, et dont la petite fille, Françoise Sublet, a écrit en auto-édition un ouvrage où elle parle de temps à autre des relations entre son grand-père Duprat et Maurice Trélu. J'ai pu également rencontrer l'abbé Prunet-Foch à Plaisance du Gers, qui est un descendant de la famille dont Prunet-Foch, ce qui me donne l'occasion de préciser les liens entre Maurice Trélu et le maréchal Foch. Alors, Maurice Trélu a épousé Emma Prunet, dont le frère, un avocat, Denis Prunet, a épousé la nièce, la première nièce du maréchal Foch, Sophie Foch, fille de Gabriel Foch. Voilà, donc donc c'est pas une parenté directe, mais les deux familles, Prunet et Foch, se connaissaient bien sûr puisqu'elles étaient alliées, donc Maurice Trélu a rencontré régulièrement le maréchal Foch. Chaque fois qu'il allait à Paris, il allait le voir et il avait une grande vénération pour lui. Alors, de cette alliance, de ce mariage de Denis Prunet-Sophie Foch, sont nés 5 enfants, des petits-enfants, et l'abbé Prunet-Foch, que j'ai rencontré à Plaisance du Gers, est un descendant. Ensuite, il y a les archives du comité Yad Vashem. Donc, c'est un comité d'origine israélienne. Je rappelle qu'en 1953, le Parlement israélien, la Knesset, a créé un mémorial à Jérusalem, qu'on a appelé le mémorial Yad Vashem, consacré aux victimes de la Shoah, et donc les juifs victimes de la Shoah, mais en même temps, la Knesset a marqué son souhait d'honorer les non-juifs qui ont aidé les juifs à se sauver, et a décidé, chaque fois qu'elle apprendrait avec certitude qu'un non-juif a aidé un juif, eh bien, de le faire juste parmi les nations, de consacrer à Jérusalem, à l'entrée du mémorial, un jardin où seraient inscrits les noms de ces non-juifs ayant aidé des juifs. Et donc, Maurice Trélu, bien après sa mort, sera déclaré donc juste des nations, par le comité français de Yad Vashem. Ceci se fera en 1994, donc quelques 40 ans après la mort de Maurice Trélu. Pourquoi a-t-il mérité d'être de ce titre? Après enquête faite par des membres du comité français de Yad Vashem, eh bien, l'action de Maurice Trélu a été reconnue et une fiche a été faite après cette enquête. Je vous ai mis le contenu. Maurice Trélu, né en 1881, était maire de Tarbes. Patriote, il s'opposait aux Allemands et secourut des résistants et des Juifs en fuite. Il les envoyait à l'hôpital de la ville, tenu par des religieuses sous la direction de mère Anne-Marie Liobet. Celle-ci plaçait les fugitifs dans l'aile des contagieux, où les Allemands n'aimaient guère pénétrer. Néanmoins, le risque d'être découvert restait grand et quiconque aidait les Juifs était passible de peines extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la déportation. Joseph Beigeldrut, juif roumain qui avait cherché refuge en France, s'était engagé dans la Légion étrangère dès la déclaration de guerre. Fait prisonnier en décembre 1939,
Il s'évada en 1941 et après bien des vicissitudes, arriva à Tarbes où il fut embauché dans une tannerie. Le 2 novembre 1943, des agents de la Gestapo se présentèrent à son domicile pour l'arrêter. Heureusement, il venait de partir au travail. Un voisin qui savait où il travaillait l'avertit de ne pas rentrer chez lui et des amis juifs lui conseillèrent de s'adresser à Maurice Trélu. Ce dernier l'envoya immédiatement à l'hôpital, lui sauvant ainsi la vie. Lors de son séjour dans l'aile des contagieux, Joseph Bageltrud rencontra d'autres pseudo-malades cachés là grâce au maire. Ayant démasqué ses activités, la Gestapo arrêta Maurice Trélu et le déporta à Buchenwald, où le maire paya de sa vie son courage et sa générosité. Alors, c'est bien sûr une attestation extrêmement importante d'un fait qui n'était pas connu jusque-là, mais personnellement, je ne suis pas totalement d'accord sur cette notice et ce qui y est dit. Je pense qu'il y a exagération sur l'action de Maurice Trélu. Donc, cette première partie était consacrée à la méthodologie. Qu'est-ce que j'avais dans mon panier, dans ma musette, pour rédiger la vie de Maurice Trélu. Deuxième partie, j'ai choisi, pour cet exposé, je ne peux pas tout dire évidemment, j'ai choisi donc quelques moments forts de la vie de Maurice Trélu. D'abord, bien le choix de son métier, puisqu'il exercera évidemment toute sa vie, et notamment dans les armées, celui de vétérinaire. Alors, il faut remonter au grand-père, et ça nous permet là de faire un peu la généalogie des Trélus. Les Trélus ne sont pas originaires des Pyrénées, c'est le grand-père de Maurice Trélu, Auguste, qui, en 1860, quittera alors la région de la Haute-Saône, à la limite des Vosges et de la Haute-Saône. C'est là le berceau des Trélus. Donc, le grand-père Auguste Trélu est vétérinaire et certainement il a entendu parler de Tarbes, des chevaux anglo-arabes de Tarbes, des haras de Tarbes, et il est nommé donc vétérinaire au haras. C'est ainsi qu'il s'installe donc à Tarbes. Son fils, c'est-à-dire le père de Maurice Trélu, Charles Trélu, lui aussi va choisir la carrière de vétérinaire. Il fera ses études à l'école vétérinaire de Toulouse, puis il est très vite chargé de cours à l'école des haras du Pin en Normandie, mais très vite aussi, il est mis en disponibilité pour raisons de santé et il choisit d'abandonner son métier de vétérinaire pour devenir percepteur à Aussin. Donc en 1880. C'est ainsi que la famille, les parents de Maurice Trélu s'installent à Aussin et Maurice Trélu y naîtra un an plus tard. Alors, pourquoi Maurice Trélu est devenu vétérinaire? On se dit, c'est pas la peine de chercher, son grand-père l'était, son père l'était. Alors, c'est exact, il y a eu cette influence. Mais Maurice Trélu aurait dit à son fils Jacques, en réalité, ni moi, ni mon frère, qui choisira aussi d'être vétérinaire, nous étions tellement attirés par le métier. Nous l'étions, moi, personnellement, j'étais beaucoup plus attiré par la carrière d'être de médecin militaire aux colonies. Et à ce sujet, je pense qu'il y avait l'influence de son oncle maternel, Jules Dupont, qui fera toute sa carrière dans les colonies, en Indochine, en Afrique, etc. Mais finalement, donc, entre les deux, Maurice Trélu, nous dit-il par pression familiale, choisit d'être vétérinaire. Il fait donc d'abord ses études secondaires, ses études primaires à Aussin, à l'école communale, puis ensuite au lycée de Tarbes, il est avec son frère, au lycée Théophile Gautier, et il entre par concours, après le baccalauréat, en 1898 à l'école vétérinaire de Toulouse.
Alors à l'époque, l'école vétérinaire n'était pas où elle se trouve actuellement, chemin des Capelles. Elle était en plein centre de Toulouse, donc à côté de la gare Matabio, à la place de la médiathèque José Cabanis. Donc là, par exemple, on est sur le pont qui se trouve en haut des allées. Il y a la statue de Riquet, donc, et donc le pont est en face l'école vétérinaire. Donc, durant ses études, il est, il s'intéresse beaucoup à la vie toulousaine, comme un jeune. Il va souvent au Capitole voir des opéras comiques qu'il affectionne particulièrement, mais surtout, il, il est sportif et il entre dans l'équipe de rugby de l'Union sportive de l'école vétérinaire. On a une photo, on le voit ici, donc au milieu des autres, c'est le seul qui n'a pas de moustache. Donc il est dans cette union sportive de l'école vétérinaire qui très vite, en s'associant avec une autre équipe, le stade olympien des étudiants, et à une troisième équipe, le sport athlétique, donnera naissance quelques années plus tard au fameux stade toulousain. Donc il se trouve un peu à l'origine, si vous voulez, de la fameuse équipe du stade toulousain. Ensuite, quand il commencera à exercer son métier de vétérinaire à Tarbes, eh bien, il continuera à s'intéresser de très près au rugby. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas pu arriver, même si j'ai frappé à la porte du comité Armagnac-Bigorre, je ne suis pas arrivé à trouver quoi que ce soit d'intéressant. Simplement, on sait qu'il est quand même président de la Ligue Armagnac-Bigorre durant tout l'entre-deux-guerres, à peu près. C'est donc qu'il a certainement joué au rugby avec Jules Soulet, avec les créateurs donc, du rugby dans les Hautes-Pyrénées, même si on n'a pas de documents. Alors, deuxième fait beaucoup moins agréable, disons, terrible, c'est la tuberculose. Aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes en pleine épidémie de la Covid-19 et nous comprenons ce que c'est qu'une épidémie mortelle. Eh bien, nous avons oublié, évidemment, notre génération, et heureusement, on n'a pas oublié la variole, on en parle de temps à autre, on n'a pas oublié le choléra, qui a été abominable, mais on a un peu oublié la tuberculose. Or, la tuberculose, à cette époque, quand Maurice Trélu était adolescent, qu'il était à l'école vétérinaire, c'était un fléau, puisque on enregistrait 80 000 morts par an uniquement par la tuberculose. Vous savez qu'il faudra ce fameux vaccin BCG, donc autour de la Seconde Guerre mondiale, pour éradiquer la tuberculose. Jusque-là, c'est terrible. Et dans la famille Trélu, c'est une horreur. Le père de Maurice Trélu, donc Charles, et son épouse, Marie Dupont, qui était née à Saint-Pétersbourg, excellent pianiste par ailleurs, a eu, donc, ils ont eu 8 enfants. Je n'en ai porté que 7, puisque le second n'a pas vécu plus de 13 jours. Donc, ces enfants, et voyez, Maurice Trélu, que j'ai mis en rouge, se situe au milieu de la fratrie. Eh bien, la famille est frappée très durement par la tuberculose. Tout commence en 1900, c'est le second Jean qui était donc qui avait fait les études presque en même temps que Maurice au lycée Théophile Gautier, qui avait choisi également la voie vétérinaire. Il meurt en 1900. L'année suivante, c'est sa sœur aînée, Marie-Louise, morte de la tuberculose. L'année suivante, une autre sœur, Claire, en 1902. En continuant en 1903, Marguerite, et enfin en 1904, Juliette. Donc, 5 enfants, enfin qui ne sont plus des enfants, 5 jeunes adultes, hein,
sont frappés, éliminés dans la même famille. Et Émile mourra un peu plus tard, 10 ans plus tard, pendant la guerre de 14, mais également des suites de la tuberculose. Donc c'est un drame absolument épouvantable. Maurice Trélu aura 6 frères et sœurs qui vont décéder de la tuberculose, dont 5 dans l'espace de 4 ans. Son fils, dans son livre de bord, déclare qu'il y avait comme une rencontre terrible entre son père et la mort, d'autant que Maurice Trélu va perdre sa mère adorée et sa femme également adorée à 9 mois de distance, et très prématurément pour sa femme, puisqu'elle va mourir à 47 ans. Donc la mort rôde autour de toute la famille et de Maurice Trélu. Troisième fait, bien entendu, très important dans la vie de Maurice Trélu, c'est la Première Guerre mondiale. Nous le voyons là sur cette photo, car j'ai oublié de dire que la famille m'avait remis beaucoup de photos, une quarantaine, et souvent intéressantes. Là, il est dans la région de Verdun et il examine un fusil fait pour les tranchées, donc qui est légèrement incurvé. Et il a l'air fort intéressé par cette arme. Alors, il nous parle beaucoup, mais malheureusement, nous n'avons son carnet de route que pour les 4 premiers mois de la guerre. Les autres, je n'ai pas pu les mettre la main dessus et je le regrette beaucoup. Néanmoins, ces 4 mois représentent 2 cahiers entiers que j'ai retranscrits totalement, que j'ai numérisés, si vous voulez. Et ils ont un prodigieux intérêt, pour moi, me semble-t-il. Alors, je vais vous donner quelques justificatifs, si je peux dire, de ce que je viens de dire, puisque je parle d'un prodigieux intérêt. Par exemple, page 49 de mon livre. Alors, une armée non préparée, il parle de l'insouciance générale qu'il observe chez les hommes, les officiers. On ne pense pas certainement à la guerre pour tout de bon, qui est déchaînée et qui, dans quelques jours, peut-être dans quelques heures, va se révéler à nous. Il fait chaud et nous ne songeons pas à la guerre. Nous n'analysons pas ce que ce mot contient d'effroyable et d'horrible. Nous ne songeons pas à la patrie et nous ne sentons pas l'élan qui enivre et transporte. Nous sommes calmes, nous mangeons et nous cherchons à nous reposer. 52. Actuellement, il n'y a rien de changé. Nous voilà en Belgique. À l'étranger, nous voilà en Belgique, à l'étranger, et notre souci est toujours le même, être logé et nourri. Ce que nous venons de faire, le bouleversement de notre vie, les événements extraordinaires que traverse notre génération, nous n'y pensons pas. Nous faisons de l'histoire une histoire formidable et nos faits, nos gestes, nos façons de vivre sont les mêmes. Que faut-il penser de l'homme et de son évolution? Qu'est-ce que sa raison, sa volonté? Comprend-il le formidable ou bien n'y a-t-il rien de formidable? Ou plutôt n'y a-t-il pas un fatalisme forcé, conscient fatal en quelque sorte, qui nous fait tout accepter et nous adapte à toutes les situations? Il y a quelques jours, l'idée de guerre nous faisait frissonner. C'était pour nous tous ce qu'il y a de plus épouvantable, de plus horrible, de plus affreux. Nous ne la voyons que comme un cauchemar impossible. Maintenant, nous vivons la guerre. Nous sommes en plein dans un cataclysme qui bouleverse toute l'humanité et nous vivons toujours de la même manière et notre esprit, notre pensée, nos actions sont les mêmes. Peut-être, pour l'acteur, vaut-il mieux qu'il en soit ainsi. Mais les autres, ceux qui sont loin, ceux qui attendent, ceux qui fixent la guerre de toutes leurs alarmes surexcitées, comment doivent-ils penser? Ma pauvre chérie, quelles transes sont les tiennes? J'y pense parfois. Je vois mon Marcadieu avec Mai et Marie et ma chérie qui causent doucement, tristement, qui commentent les nouvelles,
qui, fiévreuses et tourmentées, attendent, vont chez les unes, chez les autres pour savoir. Et mes deux petits, que pensent-ils eux aussi? Jeannot perd-il son sourire quand il voit papa à la guerre? Et Henri qui grandit sans que je sois là. Voilà la terrible chose, être loin des siens, de son petit monde, qui est tout le monde pour moi. Cela me révolte et je me demande alors ce que je fais ici, avec des colonnes d'artillerie, avec des armées, à la veille d'une mêlée furieuse où l'Europe civilisée redeviendra sauvage et féroce. Est-ce que je ne serai pas mieux auprès de ma femme et de mes enfants? Est-ce que le rôle de l'homme n'est pas tout entier dans son foyer? Autre passage. On s'énerve, on s'avachit. La camaraderie ne s'étend pas. Au contraire, elle se resserre d'une batterie à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'une arme à l'autre. C'est la rivalité, la jalousie. Les uns se plaignent d'en faire plus que les autres. Les autres reprochent aux premiers d'être plus mal installés. Les conversations ne sont que discussions ou lamentations. Qu'est-ce que cela deviendra si nous restons encore longtemps en place? Et c'est pourtant ce qui peut nous attendre. Nous prenons en quelque sorte nos quartiers d'hiver. S'il en est ainsi, je crois que dans un mois, nous serons forcément abrutis. Ah, la gloire, la belle flamme du guerrier, donnant tout son effort et son sang pour un principe, pour une idée, pour son pays. Maintenant, c'est la recherche des aises, du bien-être, l'effroi de tout effort et de tout service, la mentalité du tir au flanc de la caserne. Pourquoi sommes-nous ainsi? C'est bien sûrement cette façon de faire la guerre qui surprend notre tempérament. Nous sommes des soldats de mouvement, de plein air. Changeons, Dieu, les batailles, changeons, avançons, remuons-nous. Sur les positions de batterie, les hommes et les officiers passent la journée entière à dormir, à fumer. De temps en temps, ils reçoivent l'ordre de tirer un coup de canon, puis ils reprennent leur torpeur. Quand ils reviennent au cantonnement et que nous sommes réunis, c'est le souci de la table qui les préoccupe et surtout la critique des autres. Donc, énormément de choses. Sur la stratégie de la guerre, alors là, il a des passages extrêmement durs. Nous nous en allons dans la nuit pendant que les obus éclatent. Quelle retraite! Qu'est-ce qu'elle va être? Nous sommes bien sur la route, mais il fait noir, noir. Nous sommes peut-être poursuivis, peut-être coupés. La cavalerie ennemie est peut-être à gauche. Où allons-nous? Quelle atroce nuit! Je dors avec mon cheval, je m'éveille, je ne sais. À côté de moi, Thévenin est aussi déprimé. Nous nous éloignons tout de même. À l'horizon, de plus en plus lointaine, les lueurs des incendies allumés par les Allemands. C'est sinistre. Enfin, après bien des alarmes, arrêt en désordre dans une localité sur une route, toutes les troupes mélangées. Côte et moi, nous cherchons un refuge. Et dans une grande minoterie, en trébuchant dans la nuit, nous trouvons un tas de blé sur lequel nous nous étendons. Allons-nous nous reposer un peu? Nous essayons de dormir. Mais tout d'un coup, un cri, alerte, les Prussiens! Nous bondissons et nous voilà au trot sur la route. Nous ne savons avec qui. Le jour arrive et je reconnais la route parcourue 2 ou 3 jours avant en triomphateur, en soldat acclamé et sûr de vaincre. Quel retour! Et quelle désolation! Nous traversons tout penaud et honteux, Beaumont, la petite ville qui nous avait si bien reçus, et je baisse la tête en passant devant la maison de mes hôtes aimables de l'avant-veille. Nous passons rapides et penauds. L'arrêt se fait sur la route après Beaumont, et enfin nous soufflons depuis hier. Quels propos sont les nôtres? Quels commentaires? C'est le découragement pour beaucoup. Ah certes, la déception est cruelle. Être parti pour vaincre et dès le premier combat, reculer. Reculer vite et loin. Les troupes défilent, des fuyards aussi, tous les pauvres gens qui veulent éviter les Prussiens et leur brutalité. Quel encombrement! Des troupes de tous les corps, des convois, des zouaves, des tirailleurs, des fantassins, toutes armes. Nous apprenons que pendant que nous nous éloignons pour nous remettre, le combat continuait au nord de Beaumont. Les Allemands ont pressé la retraite et quelques troupes ont failli être enlevées. Nous apprenons aussi ce qui s'est passé la veille et les jours précédents, comme nous étions loin de nous figurer tout cela.
Autre passage. Quant aux attaques de l'infanterie, elles sont saluées par un tel feu qu'elles ne peuvent produire aucun effet et elles sont arrêtées presque immédiatement. Nos fantassins trouvent en face d'eux des lignes de fil de fer, agrémentées de mitrailleuses, tandis qu'ils reçoivent des deux côtés des rafales d'obus. Ils subissent des pertes et ils sont obligés de rétrograder rapidement. Il y a mieux. À plusieurs reprises, nous avons emporté une ligne de tranchées. Le mouvement continue et nous emportons une deuxième ligne. Nous sommes attaqués par derrière. Beaucoup d'hommes ont été faits prisonniers ainsi. En définitive, nous devons renoncer à prendre ce plateau de force. Nous ne pouvons que perdre beaucoup de monde sans résultat aucun. Seulement, et c'est cela qui mérite, nous sommes tout un corps d'armée immobilisé en face de positions qui ne sont pas défendues par des forces égales sans doute. Je trouve que nous pourrions utiliser ailleurs nos troupes disponibles et si nous ne pouvons avoir l'avantage de la position, si ici nous devons attendre, essayons sur d'autres points où les Allemands n'ont pas une position assez forte. Le soir, grosse discussion provoquée par l'insouciance qui se manifeste toujours chez nous. J'espère que notre état-major va enfin se décider à marcher et que de la mer du Nord à la Suisse, nous ne nous contenterons pas de résister et de piétiner. En effet, il n'hésite pas à dire qu'on a affaire à des chefs incapables qui méritent d'être relevés et pourquoi pas fusillés. Après les premiers combats, nous avons appris petit à petit ce qui s'est passé. Par la faute de nos chefs, et malheureusement ce reproche se répétera, 3 corps d'armée avaient été mal engagés et bousculés l'un après l'autre. Pour nous, nous avions combattu toute la journée du 23 avec des forces insuffisantes. Je passe. Au lieu de cela, ce fut la retraite rapide, un peu désordonnée, pendant laquelle tous les jours, chefs et soldats se laissaient aller au découragement. Que de fois n'ai-je pas dû essayer de remonter les uns et les autres et faire la leçon à plusieurs officiers qui s'abandonnaient par trop. J'ai bien pris le parti de faire confiance à nos chefs et d'attendre et d'espérer. Je suis même le régulateur des opinions du groupe, après avoir été pendant la retraite le soutien de quelques-uns. Mais il y a des jours où on ne peut s'empêcher de critiquer. Et puis, réellement, il y a déjà eu des fautes graves commises et indignes de chefs. Depuis le début, en somme, on a fendu l'oreille, c'est-à-dire on a mis à la retraite, des généraux d'armée et quantité d'officiers. Rien que dans notre corps d'armée, on a envoyé au repos le général commandant le corps, un divisionnaire, un brigadier, des colonels. Il faut reconnaître que c'est navrant, et quelques-uns même auraient mérité mieux que le simple remerciement. Ils auraient dû être fusillés. On fusille pour bien moins que cela. Un chef qui n'est pas capable de conduire ses troupes et de tenir sa place, cela n'a aucune importance en temps de paix où le militaire n'est pas autre chose qu'un parfait fonctionnaire plus ou moins apte, mais en guerre, un chef incapable est un criminel, car il a la responsabilité d'un grand nombre de vies et son incapacité sacrifie ses vies, ainsi d'ailleurs que les intérêts très graves qui lui sont confiés. Donc je lis tout ceci, bien sûr, dans le livre. Une vraie déroute, et là je ne veux pas être trop long, je fais une description qui ressemble beaucoup aux descriptions que nous avons, vous voyez, dans la drôle de guerre de 1940, l'Exode. Une vraie déroute. C'est lamentable. Et à un moment donné, hein, c'est la seule fois dans ces cahiers-là, mais ça ne concerne, je le répète, que les 4 premiers mois, pour un peu, écrit-il, je partirai, quittant sans scrupule cette armée qui, jusqu'à présent, ne sert pas à grand-chose et où moi, je ne sers à rien. Il me semble que je serais bien mieux et sûrement plus utile près de mon petit monde qui me suffit
que j'entourerai, que j'élèverai, que je chérirai. Je ferai ainsi une besogne d'hommes et de citoyens, tandis que je me demande ce que nous faisons ici. Nous marchons, nous nous arrêtons n'importe où dans les champs, dans les bois, nous nous vautrons où nous sommes pour essayer de dormir, nous ne songeons à part cela qu'à manger. Voilà toute la vie de Brut dans toute sa force. Et il ne cesse de répéter que les Allemands sont supérieurs à plusieurs reprises, sur plusieurs points, pardon. Par exemple, donc, vous savez que pendant la guerre de 14, c'est le début donc, de l'aviation militaire, et il admire tout en craignant les avions allemands, qui sont des avions de reconnaissance, qui ne cessent de planer au-dessus d'eux pour sans doute prendre des photos, avertir des mouvements, et il dit c'est vraiment une supériorité. Pareil pour un certain nombre de corps allemands qui sont motorisés, alors que du côté français, c'est uniquement des voitures à cheval. Bon. Donc, ce récit de la guerre de 14, bon, il restera bien sûr soldat durant toute la guerre de 14. Il recevra la médaille militaire à Verdun en 1916 et il terminera à Corfou en 1918-1919. Quatrième point que je veux souligner, dans cette biographie, on voit bien combien le clivage gauche-droite s'accentue, notamment à Tarbes. Je voudrais clairement, schématiquement, mais clairement indiquer donc quelles sont les forces en présence à Tarbes au moment où Maurice Trélu va être élu. Alors, il sera élu à la mairie en 1935. Donc, jusqu'en 1933, ce sont les radicaux qui dominent le département et qui dominent la municipalité. Notamment, c'est un maire qui est plusieurs fois à ce poste, Alexandre Bouet. Et à l'époque, les radicaux sont tout à fait majoritaires au sein du conseil municipal, mais il y a aussi quelques socialistes. En 1933, pour des raisons que je ne veux pas exposer ici, il y a une rupture, les socialistes se retirent, ce qui provoque des élections partielles. Et lors de ces élections, les socialistes sont élus en plus grand nombre. Voilà la situation. Et 2 ans plus tard, donc, voilà la rupture dont je parle, et 2 ans plus tard, donc, ce sont les élections municipales de 1935. Alors voilà la situation. Commençons par la gauche. Il y a les partis qu'on appelle d'extrême gauche, c'est-à-dire le Parti communiste, qui est jeune, hein, qui est né officiellement donc, au congrès de Tours, après la scission de la SFIO, donc qui a 15 ans environ à l'époque. Le Parti socialiste, qui à Tarbes est conduit très fermement par un professeur de philosophie du lycée Théophile Gautier, Georges Tanès. Des socialistes qui ont le vent en poupe, là, on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, pour les élections de 1933. Les radicaux, qui ont toujours une position très confortable, dont le maire depuis 1933 est un certain Clarens. Puis on passe au centre droit, au modéré, dont Maurice Trélu va prendre la tête pour se présenter à la mairie, avec Pierre Dumas, dont j'ai parlé, qui est journaliste à La Petite Gironde, et qui, lui, est de sensibilité démocrate chrétien. Donc, Pierre Dumas est, si vous voulez, c'est plutôt centre-gauche, alors que Maurice Trélu, c'est centre-droit. Mais ils s'entendent bien. Et tout à fait à l'extrême, alors, il y a l'extrême droite, qui est, donc, il y a l'Action française notamment, qui est monarchiste, mais il y a de plus en plus de ligues
de ligues qui sont des ligues fascisantes très souvent, notamment donc même si le mot fascisme ne peut pas être appliqué en 1935, il y a le colonel Delarocque donc qui est à la tête d'une de ces ligues. Alors la question en 1935, c'est que vont faire les radicaux? Les radicaux ne peuvent pas emporter la mairie seuls désormais. Donc, ils ont deux possibilités, ou s'allier avec les socialistes, malgré leurs différends, qui a éclaté en 1933, ou faire alliance avec les modérés. Hésitation, les modérés qui désirent surtout que la mairie n'aille pas à l'extrême gauche sont prêts à faire de sérieuses concessions pour une alliance avec les radicaux. Mais au premier tour, impossible, les radicaux ne veulent, les socialistes ne veulent pas des radicaux, les radicaux ne veulent pas des socialistes, enfin, ils ont cherché, et ils n'acceptent pas non plus les modérés. Donc il y a 4 listes, une liste du Parti communiste, une liste socialiste, une liste radicale et une liste modérée. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, la liste qui l'emporte là, pour le premier tour, c'est celle de Maurice Trélu, c'est celle des modérés. De peu, mais enfin, avec 1872 voix. Par contre, ce qui étonne et ce qui confirme la progression des socialistes qui ont 1628 voix. Alors, au second tour, comment ça va se passer? Il y a beaucoup de transactions. Les modérés ont proposé aux radicaux de leur laisser la mairie et au moins 2 adjoints. Les radicaux refusent. Les socialistes ne veulent plus d'alliance avec les radicaux et se tournent vers les communistes. Donc il y a une liste d'extrême gauche, une liste radicale et une liste de droite, les modérés et qui mordent nettement sur l'extrême droite. Résultat inattendu, les grands perdants sont les radicaux. Ces élections de 1935, qui vont arriver Maurice Trélu à la mairie, sonnent le glas pour la puissance du parti radical dans le département, et notamment dans la capitale du département. Donc c'est le premier fait, la défaite complète des radicaux, qui n'auront aucun siège au nouveau conseil municipal. Mais le second fait, c'est le nombre de voix de l'extrême gauche. 2248 voix, c'est à peine une cinquantaine de voix de moins que la liste qui va l'emporter des modérés. Donc, pour les modérés, donc 19 sièges, pour l'extrême gauche, 8 sièges. Maurice Trélu est donc élu, mais c'est très important, comme le reconnaît Pierre Dumas, l'allié de Maurice Trélu, nous avons empêché les socialistes d'arriver en maître à la mairie de Tarbes, qui eût été pour une place forte d'où ils eussent rayonné sur tout le département. Nous pénétrons à leur place à l'hôtel de ville. Et c'est vrai que les socialistes sont très amers et ont le sentiment que les modérés, que Maurice Trélu leur a volé la place de maire. Et il y aura donc cette rancœur, ce ressentiment qui va expliquer, pas justifier, mais qui va expliquer les rapports extrêmement rugueux et souvent violents de l'extrême gauche par rapport à Maurice Trélu. Et on peut appeler ça un troisième tour dans la rue, vous savez, puisque 1 an plus tard, c'est le Front populaire qui se met en place. Auparavant, les ligues sont devenues de plus en plus actives, notamment les croix de feu du colonel Delarocque. Le 1er avril 1936, le colonel Delarocque vient faire une conférence au théâtre Caton, place aux Bois, à Tarbes. Il y a des incidents assez graves, une quinzaine de voitures voient leurs pneus crevés, des vitres brisées.
Et les manifestations du Front populaire seront quand même assez fortes, assez dures à Tarbes. J'en reparlerai tout à l'heure. Euh, donc, il faut garder tout cela pour expliquer la rancœur, encore une fois, envers Maurice Trélu. Cinquième fait, qui n'a rien à voir avec la politique, c'est qu'en plein Front populaire, donc c'est à partir de juin-juillet 36, le 7 juillet, vers 5 heures du soir, un ouragan de grêle désastreux va, comment dirais-je, fracasser toutes les toitures de la ville de Tarbes, comme si Tarbes avait été bombardée. Les grêlons, vous les voyez là sur la photo, sont aussi gros qu'une boule de pétanque. Vous le voyez par rapport à la main et au pouce. Donc, c'est vraiment un désastre. Déjà 10 ans plus tôt, en 1927, la ville a été touchée très sévèrement par un orage de grêle, mais là, c'est vraiment le désastre. Voici un extrait du rapport fait par le directeur de l'Observatoire du Midi de Bigorre, du Pic du Midi. Quand on s'approche, on voit que les moissons, à la veille d'être faites, sont complètement perdues, que les feuilles et les petites branches des arbres ont été arrachées en grand nombre, que les grosses branches portent de profondes meurtrissures du côté nord-ouest, que les fruits et les raisins ont disparu pour la plupart. Les dégâts agricoles, pour importants qu'ils soient, sont en 1936 bien inférieurs à ceux que la grêle a produits sur les maisons. La caractéristique principale de l'orage du 7 juillet dernier est en effet la grosseur extraordinaire des grêlons. Les plus petits d'entre eux avaient la grosseur du poing d'un homme. Quelques-uns parmi les plus gros ont été mesurés et pesés. C'étaient des blocs de glace irréguliers dont certaines dimensions dépassaient 0/15 cm et dont le poids était supérieur à 1 kg. Ces blocs tombant sur les toitures des maisons ont produit un vrai bombardement. Aucun des matériaux de couverture employés dans la région n'a résisté au choc. Les tuiles et les ardoises, les voliges et les liteaux qui les soutiennent ont été percés ou cassés par les grêlons. Les tôles ondulées ont mieux supporté le choc, mais certaines ont été meurtries, enfoncées et déchirées. Par les toits crevés, la grêle et la pluie ont pénétré à flot, endommageant le mobilier. C'est sur les versants nord et ouest des toitures que les dégâts ont été le plus graves à cause de la direction du vent. Celui-ci était peu intense au moment où la grêle tombait, mais il était cependant bien suffisant pour déterminer l'inclinaison des grêlons et la direction du ruban de grêle. Donc là, c'est route de Lourdes, cette photo. Et bon, vous voyez un article du journal, un orage d'une violence inouïe qui rappelait celui qui ravagea notre ville le 13 juillet 27 et qui a, bon, il venait de la direction de Pau, pendant près de demi-heure, un ouragan de grêle, les toitures, les terrasses vitrées de certains cafés de la place de Verdun, les verrières de plusieurs garages, des usines Alstom de l'Arsenal. Au jardin Massé, les serres ont été détruites. À l'hôpital, il a fallu évacuer les malades, les lignes téléphoniques, télégraphiques, électriques arrachées. Donc, une catastrophe qui va plomber, évidemment, la nouvelle municipalité de Maurice Trélu. Alors, on s'efforce d'organiser l'essentiel. Bon, notamment, on distribue des bâches, mais tout cela est peu de choses. Donc, dernière partie, est-ce que cette biographie sur Maurice Trélu, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté pour mieux comprendre à la fois l'homme et la période? J'ai retenu arbitrairement, pour cet exposé, trois grandes idées. La première, c'est que je n'aurais pas imaginé que les tensions politiques et sociales soient aussi fortes, aussi exacerbées. Bon, les causes sont multiples, je ne veux pas les examiner ici. Des causes locales. Louis Laspal, qui a été
le grand historien de Tarbes pour la période de l'entre-deux-guerres, il a fait sa thèse sur ce sujet, a bien montré les inégalités de fortune chez les Tarbais. Bon, il y a des causes nationales comme la montée des extrêmes, extrême gauche, extrême droite, et des causes internationales, évidemment, la montée du fascisme, du nazisme, et puis la guerre qui arrive. Donc tout ceci n'est pas un contexte paisible, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que c'est ça qui a engendré cette exacerbation des tensions. Alors, ce que je veux dire, où je veux en arriver, c'est que en faisant cette biographie, je me suis rendu compte que durant l'entre-deux-guerres et l'après-Seconde Guerre mondiale, eh bien, les rapports humains ont été caractérisés souvent par une assez grande violence. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, pendant les manifestations du Front populaire, bon, il y a des défilés et Pierre Dumas raconte qu'un jour, il se trouve dans le bureau du maire ou dans la salle d'honneur de la mairie et il y a les manifestants du Front populaire qui sont place de la mairie et qui hurlent des slogans et Maurice Trélu est avec lui et il est vraiment très touché. Voici ce que raconte Pierre Dumas. Souvenez-vous, nous venions d'entrer à l'hôtel de ville, c'était donc en 1936, un an après. Par des gestes d'apaisement, nous tentions d'établir la concorde entre tous nos citoyens. Nous sentions, nous devinions les périls qui menaçaient notre pays et nous espérions que notre municipalité serait le trait d'union entre les tendances qui divisaient notre cité. Hélas, avant même nos premiers actes, les poings se tendirent. Souvenez-vous encore, par une après-midi de juin, nous étions tous les deux seuls dans la grande salle des fêtes de la mairie, attendant un triste cortège de haine. Bientôt il arriva, et vers les fenêtres, derrière lesquelles nous nous tenions, s'élevèrent des cris. Devant ces passions déchaînées, devant ces injustes accusations, votre premier geste fut de vouloir ouvrir les vitres pour parler à la foule. Je vous arrêtai. À quoi bon, vous dis-je, il y a là trop de mauvais bergers pour que vous puissiez vous faire entendre. Alors, nous nous sommes écartés et nous avons contemplé le défilé, d'où montaient nos deux noms, assaisonnés de mort. Je vous regardais, des larmes perlaient sous vos paupières, et vous m'avez dit, mais enfin, quel mal leur ai-je fait? Des cris de mort. Et je ne sais pas pourquoi ça n'avance plus. Un autre témoignage pour cette même période, c'est celui du jeune fils de Maurice Trélu, qui n'a alors que 13 ans, et qui, lui, est dans la maison familiale du Marcadieu et qui assiste aussi à des manifestations sur la place Marcadieu. Et il dit qu'il entend hurler parfois « Trélu au poteau ». Et il avoue avoir à cette occasion découvert les revendications ouvrières et avoir été profondément bouleversé par cette violence. Et je terminerai à propos de la violence par ce témoignage, cette fois-ci du fils aîné, Jean Trélu, qui, dans une lettre au procureur, alors nous changeons totalement d'époque, nous sommes le 28 août 1945, Maurice Trélu est mort en déportation à Buchenwald au mois de février, et 4 ou 5 mois plus tard, donc, son fils, qui a recueilli des témoignages, écrit cela. J'ai appris avec douleur que le docteur L proféra envers mon père une injure grave en le traitant de collaborateur à son arrivée au camp de Buchenwald. Il est inutile de dire combien mon père eut à souffrir de cette diffamation. Ah là là là, pardon. J'ai appris avec douleur que le docteur L a proféré des menaces de mort envers mon père en disant devant témoins rapatriés depuis
qu'il fallait le descendre. Donc là, comprenons-nous, nous sommes à Buchenwald, au mois d'août 1944, quand arrive Maurice Trélu d'un convoi parti de Toulouse. À Buchenwald, il y a environ 100 000 déportés. Sur les 100 000 déportés, il y a presque 10 000 Français, dont de nombreux politiques, déportés politiques, socialistes et surtout communistes. Les déportés, depuis un an ou deux, ont en quelque sorte partagent, si je peux dire, une partie de la gestion du camp avec les Allemands. Et donc, ils ont formé, les déportés politiques, une organisation clandestine avec des grades, des fonctions, et ils s'occupent de mettre à l'abri le plus possible un certain nombre de déportés qu'ils connaissent et qui font partie de leur mouvance politique. Or, quand Maurice Trélu arrive, aussitôt il est identifié par un tarbé, le docteur L, qui joue un rôle important à l'infirmerie du camp. Il est donc étiqueté collaborateur et donc des menaces de mort. Donc c'est dans ce contexte où pourtant il devrait y avoir une certaine solidarité, on retrouve cette haine, cette hostilité donc qui était déjà très forte pendant l'entre-deux-guerres. Deuxième, donc ceci m'a frappé et je voulais le mettre en exergue. Deuxième chose sur laquelle la biographie de Maurice Trélu m'a fait réfléchir, c'est la fascination pour le maréchal Pétain. La fascination des Français pour le maréchal Pétain, et notamment Maurice Trélu. J'ai pris, là, vous voyez, une photo de la venue du maréchal Pétain à Tarbes en avril 1941. Il n'y a pas Maurice Trélu. Maurice Trélu est toujours maire, en principe, mais il est en captivité en Allemagne. Mais il y a une foule absolument enthousiaste. Et Maurice Trélu, jusqu'au bout, va vouer à Pétain une grande admiration. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi. Quelle convergence pouvait-il y avoir entre Maurice Trélu et le maréchal Pétain? Bon, il y en a une qui est facile à mettre en relief, c'est l'admiration que Maurice Trélu, ancien combattant, pouvait avoir pour celui qui avait réorganisé les troupes après Verdun et qui avait changé l'état d'esprit dans l'armée française, le général Pétain. Alors, je pense que Maurice Trélu avait pu admirer tout particulièrement Pétain dans la mesure où il avait eu le témoignage direct de chefs militaires incapables, de mauvais chefs. Donc, par contraste, Pétain avait dû lui apparaître comme un homme encore plus remarquable peut-être qu'il n'était. Autre convergence, c'est ce que je pourrais appeler la morale du maréchal, qui a été repris en slogan par ceux qui ont créé le régime de Vichy, c'est-à-dire famille, travail, patrie. C'est vrai que Maurice Trélu est très attaché à la famille, au travail c'est évident, il en a fait une vertu, et à la patrie, n'en parlons pas. C'est un patriote absolu qui sera volontaire alors qu'il est beaucoup trop âgé pour partir à la guerre de 40, ce qui lui vaudra non seulement de faire la guerre, mais d'être arrêté, d'être captif pendant un an. Donc, ces valeurs sont les mêmes que celles du maréchal, ces valeurs morales, ça ne fait aucun doute. Ensuite,
Maurice Trélu, j'ai dit, est un homme qui est frappé par la mort dans sa famille et qui est très frappé par le déclin. On dirait aujourd'hui, c'est un décliniste. Le déclin de la France euh, sur le plan international, le fait que d'après lui, la France cède beaucoup trop à l'Allemagne, permet son réarmement, ce qui facilite l'arrivée d'Hitler. Donc, Trélu souhaite incontestablement, il est aussi très anticommuniste, il pense que le bolchevisme est une mauvaise solution. Sa mère est née à Saint-Pétersbourg et je pense qu'elle a dû plus d'une fois lui parler des bolcheviks russes. Et donc Trélu souhaite qu'il y ait une nouvelle donne, un changement politique, qu'il y ait une nouvelle équipe au pouvoir. En plus, il pense que dans la situation de guerre, le gouvernement de Pétain eh bien, peut permettre peut-être de préparer l'après, c'est-à-dire lorsque les Américains arriveront, de faire en sorte qu'il y ait des stocks d'armes, par exemple, qui soient placés. Autrement dit, Pétain permet d'attendre la libération. Bon, la libération qui ne sera pas faite, selon Trélu, par les résistants, mais par les Américains. Mais ça, dans plusieurs années. Donc, en attendant, il faut qu'il y ait un certain ordre, et Pétain représente cet ordre. Voilà ce que pense Trélu. Ensuite, les désaccords. Bon. Si donc il y a accord, ce qui justifie donc cette admiration éperdue de Trélu pour Pétain. Mais il y a quand même beaucoup de points de désaccord. Ils ne sont pas exprimés, mais ils existent. Par exemple, le régime qui est créé, ce que donc l'entourage de Pétain appelle la révolution nationale, qui est marquée par la collaboration avec l'Allemagne, notamment la persécution contre les Juifs. Mais ce n'est pas du tout les idées de Trélu. Trélu n'aime pas les Allemands, il les a combattus en 14 pendant plus de 4 ans, il les a combattus en 40, il a été captif, donc au moment du bombardement de Tarbes en 10 juin 44, il proteste très violemment à la commandanture. Bon, contre les Juifs non plus, il n'y a rien d'antisémite chez lui, au contraire, puisqu'il va obtenir la reconnaissance d'un comité israélien pour avoir sauvé un Juif. Donc ces idées de révolution nationale ne sont pas du tout partagées. L'organisation principale du régime de Vichy, la Légion, bon, pendant quelques semaines, quand il revient de captivité, il est séduit par la Légion. Bien sûr, la Légion, ce sont des anciens combattants. Et lui est un ancien combattant. Mais très vite, il comprend que cette organisation légionnaire est une organisation qui dérive complètement. Il rejette, lui, la milice, qui d'ailleurs va le dénoncer aux Allemands, et il décourage le plus possible ses amis de participer à la Légion. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que Maurice Trélu ne croit pas en la vertu de la résistance. C'est pour ça que quand je vois Maurice Trélu résistant, ça m'ennuie. Parce qu'il pense que la résistance ne fait que apporter du désordre et entraîner des représailles, et qu'il vaut bien mieux, dans l'ombre, espérer une libération, peut-être la préparer, mais de manière très discrète, en s'appuyant plutôt sur le régime de Vichy qu'en le combattant. Par contre, et là, on retrouve des idées qui ne peuvent pas satisfaire justement les turéféraires de Vichy, c'est qu'il
il fait tout pour aider les prisonniers évadés, jusqu'à faire des faux papiers à la mairie de Tarbes. Il aide donc un juif à se libérer. Et même en juin 1944, il semble qu'il y ait eu une tentative. Il va à Haro voir le maire Mounic et il est décidé de passer en Espagne. Il est décidé de passer en Espagne certainement pour rejoindre ou l'Afrique du Nord ou Londres, plutôt l'Afrique du Nord. Donc, il y a un désaccord complet, total de Maurice Trélu vis-à-vis de la Révolution nationale. Et en faire un collaborationniste, c'est bien sûr une malhonnêteté. Néanmoins, il conserve jusqu'au bout cette espèce de culte aveugle pour le maréchal. Et je donne un exemple de cet aveuglement. Le 18 mars 1944, donc nous sommes vraiment à la fin de la période, 3 mois après, il va être arrêté, Maurice Trélu. Eh bien, ce jour-là, le 18 mars, il est convoqué à Aire-sur-Adour, où le maréchal Pétain vient et reçoit les maires des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Landes et de l'Ariège. Et là, Pétain donc, leur dit quelques mots à chacun. On n'a pas les images, on n'a qu'une bande son de l'INA. Je vais vous faire écouter, ça dure 1 minute 40, l'entrevue, si je peux dire, entre Pétain donc, et Trélu. Au début, la bande est de très mauvaise qualité. J'ai l'honneur de vous recevoir quand vous êtes venu dans notre ville. J'étais prisonnier à ce moment-là. Ah oui. Mais je vous donne l'assurance, monsieur le maréchal, que si vous revenez chez nous, vous auriez le même accueil. Bon, la vénération est enthousiasme. Très bien. Je suis allé plusieurs fois à Paris. Je m'intéresse beaucoup aux chevaux. Un instant, je reviens un peu en arrière parce que ça va très vite. La première personne qui parle, c'est Maurice Trélu. C'est, je pense, le seul enregistrement que nous ayons. C'est une voix, pas comme je l'avais cru à un certain moment, le confondant avec un autre. Il ne roule pas du tout les airs. Il a une voix peut-être un peu pointue même pour un méridional, hein, et il parle assez vite. Et il dit donc au maréchal, vous allez le réentendre cette fois-ci, un peu, peut-être vous comprendrez mieux, il dit au maréchal, je n'ai pas eu l'honneur de vous recevoir quand vous êtes venu à Tarbes, puisque j'étais en captivité. Et à ce moment-là, vous verrez Pétain qui dit, ah, à Tarbes, les chevaux, et il va partir sur son cheval, c'est le cas de le dire. J'ai l'honneur de vous recevoir quand vous êtes venu dans notre ville. J'étais prisonnier à ce moment-là. Ah oui. Mais je vous donne l'assurance, monsieur le maréchal, que si vous revenez chez nous, vous auriez le même accueil. Bon, la vénération est enthousiasme. Très bien. Je suis allé plusieurs fois à Paris. Je m'intéresse beaucoup aux chevaux. Oui, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ils ont disparu. Oui. Ben, j'en ai vu. Nous aurions voulu vous faire l'hommage de l'anglo-arabe, monsieur le maréchal. Hein? Nous aurions voulu vous faire l'hommage de l'anglo-arabe de Tarbes. Vous me dites ça, mais il n'y en a plus. Bah oui. Ça ne nous a pas été possible. Oui. Alors, parce que mon dernier cheval, tiens, oui, tu veux. J'en ai un moutarde, celui qui est là. Oui. Ils ont disparu. C'était un très beau cheval. C'est mon dernier cheval. Je n'en ai plus eu depuis. Je ne suis pas monté à cheval depuis 2 ans. Ça a changé le caractère de notre région. Ben non, mais si j'avais su un cheval venant de Tarbes, ben j'aurais continué à monter à cheval. On t'en trouver un, monsieur le maréchal, te permettre. Hein? Non, parce que j'ai quitté Algré, mon cheval, je crois. C'était un excellent exercice. Tout à fait agréable. Vous lui direz bonjour en passant. Je vais le voir. Alors, en effet, il est mort maintenant. Vous ne risquez rien. Il ne pourra plus ruer. Monsieur Lons, maire de Luce-Saint-Sauveur. Qu'est-ce que c'est que Luce-Saint-Sauveur? Comme ça, une montagne tout à fait. Alors, je vous ai passé ce dialogue parce qu'il est lamentable, bien entendu. Vous le voyez, au lieu de s'intéresser à la situation de Tarbes, le Pétain ne parle que de son cheval et d'une manière presque puérile. Son cheval qu'il aimait beaucoup, il ne monte plus à cheval, comme c'est dommage, le cheval est mort. Bon, c'est. Alors, je vous passe cet extrait parce que je me dis comment
Trélu, qui a rencontré Pétain dans cet état, donc en mars 1944, ne s'est pas rendu compte quand même que son idole était un vieillard sénile. Bon, mais vous le savez, l'admiration, le culte aveugle, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Troisième et dernière clé, si vous voulez, elle vous surprendra peut-être. En faisant cette biographie, j'ai eu la confirmation que les Français en guerre ne pouvaient pas être classés de manière manichéenne entre, d'un côté, des résistants sans peur et sans reproche, et de l'autre côté, des maréchalistes sans foi ni loi, que les choses étaient beaucoup plus compliquées. Et je vais donner l'exemple, un exemple bien sûr tout à fait ponctuel, puisque ça concerne deux hommes. Un homme qui était maréchaliste, mais qui me paraissait avoir une foi et une loi, et un résistant qui était certes sans peur, mais qui n'est pas sans reproche. Alors, le maréchaliste, c'est Trélu. Trélu, j'en ai déjà parlé, pour moi, ce n'est pas un maréchaliste aveugle, inactif. Il a été donc, non seulement il a fait la guerre de 14, très honorablement, il a été volontaire en 1939, il s'est lancé dans un soutien aux prisonniers de guerre tout à fait remarquable. Il a aidé un juif au point donc d'être honoré par Israël à titre posthume. Il a marqué son désaccord avec les troupes allemandes d'occupation. Il a montré son opposition à la Légion, à la milice. Il a tenté de fuir en Espagne, peut-être pour gagner l'Afrique du Nord ou Londres. À Buchenwald, il se montrera un grand patriote, d'après les témoignages que nous avons. Il va mourir en disant « Vive la France ». Donc, Trélu a été certes un admirateur de Pétain, je n'ai jamais dit le contraire, mais c'est un homme qui a une éthique, qui a eu une conduite très remarquable. Donc, il y a des maréchalistes sans foi ni loi, qu'on appelle parfois des pétainistes, mais il y en a d'autres, c'est le cas de Trélu. Dans le camp en face, Trélu va se trouver face à un docteur qui habitait à Tarbes à 100 mètres de chez lui, donc ils doivent bien se connaître. C'est un résistant qui aujourd'hui est loué, qui a une rue de Tarbes à son nom, qui est entré dans la résistance en 1942 dans le mouvement Combat, qui a organisé le passage en Espagne de nombreux pourchassés par les Allemands, qui a été arrêté en 1943, envoyé à Buchenwald. Là, il devient à l'infirmerie du camp chef de la brigade de santé clandestine, avec le grade de commandant. Et à ce poste, il a épargné de très nombreux déportés. Alors, je rappelle comment les choses pouvaient se faire. Les Allemands, par exemple, demandaient d'avoir 30 hommes pour tel commando, un commando, mettons, de la carrière, c'était très dur, où va passer le pauvre Maurice Trélu. 30 noms à fournir. Les politiques qui étaient donc à ce poste essentiel du choix des déportés, eh bien, ils écartaient des 30 les amis politiques, les anciens, ceux qu'ils connaissaient, qui avaient été arrêtés pour des faits de résistance, qui étaient au Parti communiste ou au Parti socialiste, et ils les remplaçaient par d'autres noms. Bon, voilà. C'était terrible, mais c'est ce qui se faisait notamment à Buchenwald. Et le docteur L a pratiqué, et ainsi il a sauvé de nombreux déportés, mais il y en a d'autres peut-être qui ont été sacrifiés. Donc ceci est à mettre à l'actif du docteur L, et je ne mets pas en doute qu'il ait été un grand résistant, simplement quand même
je ne dirais pas qu'il a été sans reproche, parce que c'est lui qui, au camp de Buchenwald, donc, a accueilli Trélu comme collaborateur, et ainsi il l'a désigné aussitôt à la vindicte de tous les déportés politiques. Trélu n'a eu aucune aide, il a été envoyé dans les commandos les plus difficiles, hein, et quand il sera à l'infirmerie, là aussi, il n'y aura pas d'aide. Donc c'est quand même terrible de voir cette haine politique qui date donc des années 30 et que l'on retrouve ainsi dans un camp qu'on appelle le camp de la mort, hein, et ceci fait partie des réalités de l'époque. Hein. Donc c'est ce que j'ai mieux compris en faisant cette biographie. Ma conclusion, c'est qu'il faut éviter les classements manichéens des Français hein, durant cette période. En ce qui concerne Maurice Trélu, c'est un homme, je répète, selon moi, moralement, intellectuellement de grande qualité. Il a été un grand patriote. Il a accompli dans sa vie des actions généreuses et héroïques. Mais tout ceci a été brouillé pour certains par sa confiance inébranlable, son culte pour le maréchal Pétain. Et je trouve que c'est dommage, si vous voulez, de ne pas avoir fait la part des choses, et peut-être ça lui a coûté la vie. Je vous remercie. Donc c'est cette dernière vidéo sur la réflexion que je voulais faire donc de l'autobiographie à la biographie. Alors nous allons arrêter et de partager.